Donc quelles sont ces pathologies liées au froid? Tout d'abord la cryoglobulinémie, l'anémie hémolytique auto-immune à anticorps froids, peut être idiopathique, c'est la maladie des agglutinines froides ou secondaire, et les acrosyndromes que l'on va détailler, sauf pour le phénomène de Raynaud pour lequel on fera un topo entier. Donc on commence par la cryoglobulinémie. La physiopathologie de la cryoglobulinémie est un peu complexe. On va essayer de l'expliquer ensemble. Déjà, il y a des cryoglobulines, comme son nom l'indique, qui sont des immunoglobulines sériques qui précipitent de façon réversible à une température inférieure à 37 degrés. Donc pour le corps humain, c'est froid. Ces anticorps ont une activité anti-anticorps, donc tenez-vous bien, donc ce sont des anticorps qui s'attaquent à des anticorps. C'est l'activité facteur rhumatoïde. Et donc le facteur rhumatoïde, qu'est-ce que c'est? C'est le même que vous voyez en rhumatologie dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est en fait une immunoglobuline, le plus souvent de type IgM, qui a la faculté de cibler une IgG via son fragment constant. Hop, donc là vous voyez que cet anticorps a lié l'autre anticorps sur son fragment constant. Ces anticorps vont précipiter et ces agglutinats vont oblitérer les petits vaisseaux ou alors vont entraîner des altérations endothéliales par activation du complément. Donc pour résumer, ce sont des anticorps qui ont des propriétés physico-chimiques faisant qu'à une température basse, ils vont s'agglutiner entre eux et ils vont précipiter dans les petits vaisseaux, ce qui va causer l'oblitération des petits vaisseaux et d'autre part qui vont entraîner l'inflammation des vaisseaux. Donc on va avoir une vascularite des petits vaisseaux. Cliniquement, la triade de la cryoglobulinémie sur le plan clinique, c'est la triade purpura, arthralgie, asthénie. Un purpura qui est en général vasculaire puisqu'il s'agit d'une vascularite. Sur le plan cutané, les manifestations sont vraiment vastes. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce purpura vasculaire, la nécrose cutanée, puisque c'est une atteinte des petits vaisseaux, donc il peut y avoir des troubles microcirculatoires, une urticaire au froid et éventuellement un Raynaud. On retrouve volontiers un syndrome sec. Sur le plan rénal, on retrouve une glomérulonéphrite membrano-proliférative. Et sur le plan neurologique, on a volontiers une neuropathie périphérique par atteinte des petits vaisseaux qui irriguent les nerfs. Donc ici, une triade iconographique à bien garder en tête. Pour la cryoglobulinémie, vous retrouvez ici un purpura vasculaire avec vraiment les caractéristiques d'un purpura vasculaire. Et vous voyez bien qu'il est déclive au niveau des membres inférieurs, qu'il est bien infiltré avec quelques éléments nécrotiques ici, qu'il est en relief. Bref, ça c'est vraiment un purpura vasculaire. Ici un syndrome de Raynaud et ici une urticaire liée au froid. Donc maintenant, quels sont les trois types de cryoglobulinémie? Il y a donc trois types. Le type 1, qui est représenté par une IgM monoclonale, et qui, elle, est essentiellement liée au syndrome lymphoprolifératif, que sont le myélome et la maladie de Waldenström. Le type 2 comprend une IgM monoclonale et une IgG polyclonale. Donc une composante monoclonale et une composante polyclonale. L'étiologie principale, c'est le virus de l'hépatite C, VHC. On retrouve aussi d'autres pathologies associées, telles que les maladies auto-immunes, une néoplasie sous-jacente ou des syndromes lymphoprolifératifs. Enfin, le type 3 comprend deux composantes qui, elles, sont polyclonales. Donc les IgM et les IgG sont polyclonales. Pareil que pour le type 2, concernant les étiologies, essentiellement le VHC. Et donc le type 2 et le type 3, vu qu'elles comprennent deux types d'immunoglobulines, sont dites mixtes. J'insiste vraiment sur l'étiologie qu'est le VHC. Jusqu'à 80-90% des cryoglobulines mixtes sont liées au VHC. La moitié des patients qui ont l'hépatite C ont une cryoglobulinémie. Ça paraît énorme, sauf que seulement 10% des cryoglobulinémies biologiques s'expriment sur le plan clinique. Et donc justement, quelles sont les manifestations biologiques de la cryoglobulinémie ? Déjà, on a des arguments indirects importants qui sont l'augmentation de l'activité facteur rhumatoïde, c'est ce qu'on a dit juste avant, l'activité antifragment constant, et la consommation du complément. Par ailleurs, on va faire une électrophorèse des protéines sériques et un dosage des cryoglobulines et leur caractérisation. Il est important de faire un transport à 37 degrés de votre sang, puisque bien sûr, si vous descendez en dessous, vous allez précipiter dans le tube et vous allez être bien embêté. Et bien sûr, le bilan biologique va aussi avoir pour objectif de trouver une étiologie à votre cryoglobulinémie, donc une NFS, un myélogramme dans l'hypothèse d'un myélome, des sérologies virales et notamment VHC, et dans l'hypothèse d'une maladie auto-immune, des facteurs antinucléaires, anti-ENA, etc. Comment traite-t-on cette cryoglobulinémie ? Là, je pense que ça devient un peu hors programme, mais avoir quelques notions n'est pas de trop. Le traitement sera avant tout étiologique, traiter le myélome le cas échéant,
et traiter l'hépatite C avec un traitement antiviral approprié. Diminuer la charge virale sera vraiment le premier point du traitement. Ensuite, il faudra contrôler les manifestations vasculitiques, donc des traitements immunosuppresseurs tels que la corticothérapie, les échanges plasmatiques et le cyclophosphamide, voire le rituximab de manière à diminuer finalement la production d'anticorps par les plasmocytes, puisque le rituximab, je vous rappelle, est un anti-CD20 qui est associé au lymphocyte B. À présent, parlons des anémies hémolytiques auto-immunes. Donc celle dont je vous ai parlé qui est induite par le froid, c'est celle à auto-anticorps froid. L'anémie à auto-anticorps chaud est la plus fréquente, c'est 80% des anémies hémolytiques auto-immunes. Elle est à IgG, la spécificité est anti-Rhésus. Et donc sur le Coombs que vous allez faire, qui va être positif, vous allez retrouver des IgG ou alors des IgG plus du complément. Je vous rappelle que dans le Coombs, le complément signe en fait la présence d'une IgM. Les étiologies dans la HAI à auto-anticorps chaud, c'est idiopathique, ou alors secondaire à une hémopathie lymphoïde telle que la LLC notamment, une maladie auto-immune comme un lupus ou une tumeur ovarienne. Le traitement va comporter des corticoïdes en première intention et une splénectomie ou du rituximab si vous avez une corticorésistance ou une corticodépendance. Les anémies hémolytiques à auto-anticorps froid sont moins fréquentes, 20%, et elles sont liées à des IgM qui ont une spécificité anti-grand I ou anti-petit i. Quand vous faites un Coombs, vous allez donc retrouver naturellement du complément. Les étiologies sont idiopathiques, ça c'est la maladie chronique des agglutinines froides, ou alors secondaire à une hémopathie lymphoïde, là pour le coup c'est pas vraiment la LLC, c'est le lymphome non hodgkinien, et essentiellement en réalité une infection virale ou bactérienne. Donc là l'infection bactérienne à retenir c'est le Mycoplasma pneumoniae, et les infections virales c'est notamment le BV qui cause la mononucléose infectieuse, le CMV, éventuellement le VIH. Le traitement va être le réchauffement et l'éviction du froid et le rituximab. En revanche, on ne fait pas de splénectomie ni de corticothérapie. Le traitement dans les deux cas va être étiologique bien sûr, et dans toute anémie hémolytique, il faut supplémenter en folate. Petit focus sur la maladie chronique des agglutinines froides, à ne surtout pas confondre avec la cryoglobulinémie. Donc c'est une anémie hémolytique à anticorps froids de type IgM qui, eux, sont anti-érythrocytaires, donc ils se dirigent contre le système grand I, petit i. Les anticorps fixent le complément à la surface des hématies à basse température. Elles lisent donc les globules rouges et entraînent une hémolyse. En voici une illustration, vous avez votre globule rouge, votre IgM, qui normalement n'a pas cette forme-là, mais peu importe, qui fixe ici le complément et entraîne la lyse du globule rouge. L'étiologie est idiopathique le plus souvent, mais s'il y a un message à retenir de la maladie chronique des agglutinines froides, c'est qu'elle peut être révélatrice d'une hémopathie lymphoïde B, et notamment le Waldenström, qu'il faut donc rechercher activement et à suivre dans l'évolution de la maladie. Pour ce qui est de la symptomatologie, vous avez une hémolyse chronique avec des poussées aiguës, et on peut également avoir des manifestations à type d'acrocyanose, voire de nécrose des extrémités, toujours déclenchées par le froid. Donc ici, je vous ai mis un tableau comparatif de la cryoglobulinémie et de l'anémie hémolytique auto-immune à anticorps froids, de façon à ce que vous ne confondiez plus jamais les deux. Donc la cryoglobulinémie et la HAI à anticorps froids, dans les deux cas, l'anticorps est de nature IgM, sauf que dans la cryoglobulinémie, sa spécificité est anti-FC, et dans la HAI, il est anti-érythrocytaire. Le facteur déclenchant, bien sûr, est le froid dans les deux cas. La cryoglobulinémie se manifeste essentiellement par une vascularite qui peut être cutanée, alors que la HAI à anticorps froid, ça va être des poussées d'hémolyse sur fond d'hémolyse chronique, donc volontiers sur le plan clinique un ictère. Les étiologies dans la cryoglobulinémie, on l'a vu juste avant, retenir essentiellement les syndromes lymphoprolifératifs tels que le myélome et le Waldenström, et surtout le virus de l'hépatite C. Alors que dans l'anémie hémolytique à anticorps froid, ça peut être idiopathique, mais ça peut aussi être dû essentiellement à des infections, notamment le Mycoplasma pneumoniae, le BV, le VIH et le CMV. Enfin, sur le plan biologique, ça va pas du tout être la même chose, puisque la cryoglobulinémie va se manifester par une augmentation du facteur rhumatoïde et une consommation du complément, alors que la HAI à anticorps froid va se manifester par une anémie hémolytique, donc à la biologie une diminution de l'aptoglobine, une augmentation des LDH et de la bilirubine libre, ainsi qu'un Coombs positif de type complément. À présent, nous allons revoir ensemble les différents acrosyndromes. Acro veut dire extrémité, donc ce sont essentiellement des troubles cutanés qui touchent les extrémités. L'acrocyanose, pour commencer, touche essentiellement la femme jeune, maigre, c'est essentiellement idiopathique. Le facteur déclenchant va être le froid et l'humidité, par un mécanisme qu'on pense être une stase capillaro-veinulaire. Donc le sang stagne,
ce qui donne cliniquement des extrémités violettes, froides et volontiers moites parce qu'il y a une hyperhidrose associée, une transpiration excessive. C'est un trouble qui est indolore, qui se manifeste de façon permanente et donc n'est pas paroxystique. Il faut bien le différencier de l'acrorhigose qui est en fait la sensation de froid permanente sans manifestation clinique. Et il n'y a de manière générale aucun examen complémentaire à réaliser devant une acrocyanose de la femme jeune. Donc voici une photo d'acrocyanose. Vous notez clairement la couleur violacée des mains. D'ailleurs, vous voyez la limite nette entre la peau saine et la peau bleutée violacée. Pour ce qui est des engelures, le terrain est à peu près le même que pour l'acrocyanose. C'est une femme jeune, maigre, volontiers dénutrie, voire anorexique, dans la plupart des cas idiopathique, mais dans le cadre des engelures, il faut faire attention au diagnostic différentiel, qui est l'engelure secondaire dans le cadre d'un lupus engelure. Le facteur déclenchant est tout comme l'acrocyanose, le froid et l'humidité. Cela se déclenche environ 6 à 12 heures après l'exposition à un froid humide, et elles prennent 2 à 3 semaines à se résorber. Cliniquement, vous allez retrouver des maculopapules violacées qui vont former des plaques érythrocyaniques, mais qui vont être en revanche prurigineuses, et c'est ce qui va gêner le plus les patients. Il n'y a aucun examen complémentaire à faire devant une forme idiopathique. En revanche, si vous avez des signes cliniques qui vous orientent vers des engelures secondaires, notamment un purpura associé, le fait que les engelures surviennent même en dehors des périodes de froid, vous allez réaliser un bilan minimal avec une numération formule sanguine et un bilan auto-immun. Le traitement, tout comme l'acrocyanose, va être celui du terrain. Comme ce sont des femmes jeunes souvent dénutries, il va falloir leur faire regagner un poids optimal, leur proposer une meilleure alimentation, voire une prise en charge psychiatrique dans le cadre d'une anorexie mentale, leur faire arrêter le tabac. Le traitement préventif est bien sûr l'éviction du froid, et on peut donner des crèmes émollientes et des dermocorticoïdes dans le cadre d'une engelure, voire des médicaments vasodilatateurs dans les formes sévères. Et voici une iconographie d'engelure, où vous retrouvez ces maculopapules violacées, érythémateuses, qui sont donc très prurigineuses. Ensuite, l'érythermalgie, elle peut toucher le sujet de plus de 40 ans. Dans ce cas, elle est souvent secondaire à un syndrome myéloprolifératif, tel que la maladie de Vaquez et la thrombocytémie essentielle. Et lorsqu'elle touche le sujet de moins de 40 ans, en général, elle est idiopathique, avec un terrain familial. Qu'est-ce que c'est ? C'est un érythème des extrémités, avec une chaleur et des douleurs intenses, qui dure plusieurs minutes à quelques heures. Donc c'est un phénomène paroxystique. C'est une vasodilatation artériolo-capillaire déclenchée par la chaleur, l'effort ou l'orthostatisme et éventuellement spontanée. À différencier de l'acrocolose, qui est de la sensation de chaleur sans douleur ni manifestation clinique. Le but devant une érythermalgie va être d'éliminer un syndrome myéloprolifératif. Pour cela, vous allez réaliser un bilan minimal comprenant une numération formule sanguine. Le traitement va être étiologique évidemment, et on peut proposer de l'aspirine à faible dose. Donc une iconographie pour illustrer. Vous notez que ce patient, outre le fait d'avoir de magnifiques sandales, a un érythème des pieds, et j'en profite pour dire que l'érythermalgie touche davantage les pieds que les mains. Ensuite, l'ischémie des extrémités. Vous avez deux grands cadres de pathologie. Soit vous avez un sujet artériopathe, athéromateux, voire diabétique, et dans ce cas, c'est davantage les membres inférieurs qui sont touchés, donc les pieds et les orteils. Soit vous avez un sujet jeune avec une connectivite comme une sclérodermie ou un syndrome des antiphospholipides, et à ce moment-là, ce sont davantage les membres supérieurs qui sont touchés, et donc les doigts. Le mécanisme est essentiellement une ischémie macrocirculatoire, donc au niveau des troncs artériels. Vous allez retrouver cliniquement un doigt froid, bleu, douloureux, avec un temps de recoloration cutanée allongé, volontiers des hémorragies sous-inguéales dans le cadre d'une connectivite, et le risque est bien sûr celui d'une nécrose digitale, voire d'une gangrène, donc c'est vraiment une urgence. Vous allez réaliser des examens complémentaires pour comprendre la cause de cette ischémie digitale, une NFS, une échodoppler artérielle, une capillaroscopie, une NFS, des facteurs antinucléaires, rechercher un syndrome des antiphospholipides, voire une cryoglobulinémie et réaliser une électrophorèse des protéines sériques. Le traitement va être fonction de l'étiologie. Si vous avez une ischémie athéromateuse, vous allez effectuer une revascularisation. Et si vous avez plutôt une ambiance connectivite et syndrome des antiphospholipides, vous allez donner de l'aspirine. Et dans tous les cas, le traitement va être étiologique. Donc là, vous avez une ischémie digitale. Ici, vous voyez les hémorragies sous-inguéales. Et ici, ces zones noires sont nécrosées.
Enfin, on termine avec l'orteil ou le doigt bleu, qui concerne en général le sujet artériopathe athéromateux diabétique dans le cadre de la maladie des emboles de cholestérol. Cette maladie est déclenchée par un geste endovasculaire, une coronarographie par exemple, ou la mise en route d'un traitement anticoagulant. C'est une ischémie microcirculatoire qui va donner cliniquement un doigt bleu violacé avec un livet d'eau et un purpura associé, le tout étant particulièrement douloureux. À la NFS que vous allez demander, vous allez retrouver une hyperéosinophilie. Le traitement va être de l'aspirine à dose antiagrégante et la mise en route de statine. Et voici un orteil pourpre dans le cadre d'une maladie des emboles de cholestérol. Vous notez bien le livet d'eau associé et la couleur vraiment bleutée avec une nécrose associée. Vous avez donc un tableau résumé des différents acrosyndromes avec leurs manifestations cliniques. Et voilà, c'en est fini pour ce topo. J'espère qu'il ne vous aura pas donné trop froid. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas, bientôt vous serez libérés, délivrés de cette ECN. À bientôt!